Les grands enjeux sur SO Docteur TV, bienvenue. Nous poursuivons donc le thème dont nous débattions jeudi dernier. Il s'agit des grossesses des apprenantes. Et comme invité, le docteur Selom Nosupwe Komlan. Il revient, géographe, sociopédagogue, chercheur, conseiller en approche communautaire auprès de l'International de la planification familiale IPPF et son association membre au Togo, l'ATBEF. Également avec nous au plateau, Favi Yao Marc. Vous êtes psychologue du développement, de l'éducation, rédacteur au magazine Mon Psychomag. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, c'est à vous que je me tourne d'abord. Le docteur Nosupwe était avec nous déjà la semaine dernière. Eh bien, la situation reste toujours préoccupante puisque l'actualité continue, d'accord, de se saisir du sujet. Les grossesses des apprenantes. Il y a de quoi s'inquiéter. Merci d'abord pour la question et merci aussi pour l'invitation dans l'émission. D'abord, le phénomène est déjà là et bien vrai, nous devons nous inquiéter parce que c'est un phénomène que nous ne nous attendions pas parce que le parent ne peut pas envoyer l'enfant à l'école. Il faut que l'enfant prenne une grossesse. Alors, nous devons nous inquiéter parce que d'abord, ça montre qu'il y a une faille ou bien un manque que nous devons apporter à l'éducation des enfants. Et ces facteurs doivent nous amener à repenser l'éducation sexuelle. Quelle est cette éducation sexuelle que nous donnons aux enfants, bien à la maison qu'à l'école aussi? Les facteurs psychosociaux qui sont mis en jeu, les facteurs à risque, bien évidemment, on observe directement le manque d'éducation que je suis en train de dire sur le plan affectif et sexuel. Ensuite, les influences familiales, les facteurs socio-économiques, et le problème de précarité, etc. Voilà un ensemble qui nous amène à dire que finalement, tout le monde y trouve sa responsabilité quand on évoque tous ces facteurs, docteur Nosupwe. Oui, Ken, merci beaucoup pour l'engagement de votre chaîne sur les questions de santé et d'éducation, et particulièrement sur ce sujet de grossesse de nos jeunes sœurs, de nos filles, de nos enfants, qui indubitablement vont nous remplacer. Alors vous dites nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, nos enfants, mais en même temps aussi nos petites amies, nos copines. Ça peut être également lu dans ce sens. Oui. Ce n'est pas écarté, mais avant de devenir nos amis, nos copines, je pense que la relation fondamentale qui nous lie et qui doit nous interpeller en premier, c'est nos filles, c'est nos garçons, c'est notre famille. Question de responsabilité donc. Et le problème est d'actualité. Et c'est vrai, le problème existait. Il continue pas à exister. Peut-être il existera. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, nous devons nous sentir plus préoccupés et agir. Et je pense que c'est le bon moment actuellement dans notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous allons continuer à faire. Vous l'avez dit, le phénomène a existé, il existe, il va encore exister, sauf que ce sera à des degrés divers. Ce qui était hier n'est pas forcément ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on vivra demain. Regardons déjà, et puis on va revenir. Les grossesses en milieu scolaire sont un phénomène qui touche de nombreuses jeunes filles, souvent en pleine adolescence, à une période de leur vie où l'éducation et les projets professionnels devraient être leur priorité. Au Togo, principalement dans la région des plateaux ouest, 43 élèves auteurs de grossesses en milieu scolaire ont été exclus de leur établissement. Afin de réduire le taux de grossesse en milieu scolaire, l'on peut agir sur plusieurs leviers. Il faut agir sur tous les plans. L'éducation des jeunes se fait par plusieurs acteurs et par plusieurs institutions. L'éducation des jeunes se fait à l'école, à la maison, à l'église, à la mosquée et dans la communauté.
Il va falloir que chacun de ces acteurs joue son rôle afin que nous puissions atteindre l'objectif qu'on s'est assigné. C'est pourquoi dans notre stratégie, nous renforçons les capacités de tous ces acteurs en éducation sexuelle complète ou en éducation aux valeurs et à la santé sexuelle, afin qu'ils puissent inculquer de bonnes valeurs, afin qu'ils puissent former, éduquer convenablement les jeunes. Nous renforçons donc la capacité des enseignants, des leaders communautaires et religieux, des jeunes eux-mêmes, bref, tous les acteurs en charge de l'éducation des jeunes. Et lorsque dans ce maillon, un acteur est défaillant, cela a des répercussions sur l'éducation de l'enfant. Le rôle des parents est primordial dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. L'éducation d'un enfant se fait par plusieurs acteurs. Donc si le résultat n'est pas atteint, cela va de soi qu'un acteur n'a pas forcément joué son rôle. Maintenant, je ne saurais dire parmi ces acteurs lequel n'a pas joué ses rôles. Mais nous devons faire en sorte que tous ces acteurs précités puissent convenablement jouer leur rôle et que les parents assument leur rôle, qu'ils assument les besoins fondamentaux des enfants ou des jeunes, afin que les autres acteurs également puissent profiter de l'action parentale. La loi prévoit des sanctions dans les cas de grossesse en milieu scolaire. Le Togo enregistre près de 3000 grossesses en milieu scolaire chaque année. D'après un rapport de 2022, environ 17% des adolescentes togolaises âgées de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde. Alors, Monsieur Favi, vous l'avez dit, c'est vous qui avez donc évoqué tous les facteurs. C'est vrai, les jeunes en sont conscients. Parfois, on essaie de rejeter la faute sur Kidam, je ne sais pas. Tout le monde, de toute façon, est concerné. Et quand vous évoquez ces facteurs, est-ce que cela se justifie forcément? Vous avez dit facteurs socio-économiques, vous parlez de précarité, vous parlez aussi d'un manque d'affection de la part des jeunes, vous parlez de relations parents-enfants aussi, Oui. qui est mise en jeu. Alors, est-ce que c'est tout ensemble qui nous met devant cette situation, ou comme vous l'avez dit, les failles, c'est où? Comment vous appréhendez justement la situation telle qu'elle se présente? En fait, l'appréhension de ce problème est d'abord de niveau général et en plus spécifique par rapport à chaque facteur. Oui. D'abord, quand nous prenons le phénomène, on ne peut pas isoler un facteur. Nous devons prendre le problème dans toute sa totalité. On doit faire une étude holistique autour du problème pour comprendre le phénomène en approfondissement. Donc maintenant, quand un cas se présente, en fonction de ce que nous allons voir, quel est le facteur le plus en jeu. Sinon, nous ne pouvons pas nous focaliser sur un facteur donné, non. Donc aujourd'hui, c'est que on est en face d'un problème. Bon, moi je vais l'appeler le monstre auquel nous faisons face. Il est à plusieurs têtes. S'il faut couper les têtes, peut-être une à une. Mais on a essayé de couper des têtes qui ont repoussé finalement. Parce que même quand on prend l'éducation des jeunes aujourd'hui et des adolescents, docteur Nsoupe, vous le disiez la dernière fois, quand on retourne dans notre culture, ce qu'on vivait hier, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Et les programmes qu'on a aujourd'hui sont taillés afin, disons, à la mesure d'un contexte qui n'est pas forcément le nôtre. Nous avons des problèmes d'adéquation. Alors quand on revient, on écoute cela, on a essayé des choses, mais on se demande pourquoi en est-on toujours là? Oui, Ken, pourquoi nous sommes toujours à ce niveau? Nous sommes à ce niveau parce que nous n'avons pas réellement défini, cerné notre identité. Et tout individu qui a perdu son identité ne peut pas se retrouver dans toutes les situations possibles. Je vois aujourd'hui le jeune que nous produisons comme un individu déboussolé. Le jeune ne se réclame d'aucun système. Le jeune ne sait pas s'il doit mettre en œuvre les valeurs positives de ses parents, de sa localité. Le jeune n'est pas forcé ou n'est pas du moins amené à mettre en œuvre les valeurs positives qu'il apprend peut-être dans la religion. Le jeune n'est pas forcé ou bien amené à mettre en œuvre les valeurs positives
qu'il apprend sur les réseaux sociaux. Le jeune est laissé à lui-même de telle sorte que c'est ce qu'il veut qu'il fait. Et nous sommes tentés, malheureusement, de bénir cette situation. Ce qui fait que le jeune n'a pas de référent. Le jeune ne se réfère à rien, il se réfère à lui-même. Le jeune veut par exemple s'habiller comme il veut. Le jeune veut sortir, revenir chez lui quand il veut, comme il veut. Le jeune veut peut-être acheter ce qu'il veut, comme il veut. Et quand Le jeune veut... Non, à un moment donné, nous devons nous arrêter et dire quelle personnalité nous construisons dans les jeunes d'aujourd'hui et selon quel modèle. Et c'est à ce niveau que nous péchons parce que nous avons laissé les jeunes dans l'air. Si nous arrivons à cadrer l'éducation des jeunes par rapport à nos valeurs historiques, nos valeurs qui sont ancrées en nous. Par exemple, en éveil, on dit que par exemple, un caïman ne peut pas donner un poisson. Il y a des bases qui sont en nous. Et il y a des bases qui sont en nous qu'aujourd'hui on a rejetées. Tu vois, le jeune ne veut pas respecter les interdits sociaux. Le jeune ne veut pas adopter les valeurs positives de sa communauté, de son ethnie. C'est un point. Ce jeune se retrouve peut-être, il dit qu'il n'est pas de la religion traditionnelle. Il devient par exemple chrétien. Dans la religion chrétienne aussi, il y a un certain nombre de valeurs qu'on demande aux jeunes. Le jeune ne le met pas en œuvre. Il y a la doctrine sociale de l'Église qui est là. Peut-être dans la religion musulmane, etc. C'est-à-dire, on a laissé le jeune définir lui-même tout ce qu'il veut faire. Tant que nous allons continuer dans cette direction, nous aurons la faillite. C'est pourquoi les systèmes éducatifs de tous ordres, que ce soit religieux, que ce soit formel, éducatif de l'enseignement, que ce soit informel dans nos familles, doivent se ressaisir et voir quel cadrage nous allons donner aux jeunes. Si nous arrivons à le faire, la tendance va s'inverser. Et les jeunes sauront qu'il y a des limites qu'on ne franchit pas. Dans tout processus de socialisation, d'éducation, il y a des limites, il y a des normes. Et lorsque nous ne les adoptons pas, ne soyons pas surpris. Les jeunes vont tous se comporter comme ça. C'est pourquoi moi je pense que nous devons réglementer l'ensemble de ces secteurs en mettant un focus sur les valeurs que ces secteurs doivent développer auprès de l'individu. Et mettre en place des garde-fous pour que ces valeurs, ces normes soient respectées. Alors, ce que vous dites, mettre les garde-fous, avoir des normes, pas qu'il n'y en a pas. Pas qu'il n'y en a pas, il a dit. Le jeune, c'est vrai qu'on l'a laissé à lui-même à un moment donné. Ça n'a pas toujours été que cela. Peut-être la situation, on l'a pas vu venir. Elle s'est dégradée au fil du temps et au fil aussi des contacts que nous avons avec un autre monde, une autre façon peut-être de voir, d'appréhender les choses. Mais vous, qui êtes psychologue du développement, vous êtes jeune d'ailleurs, vous pouvez nous aider à mieux comprendre. Quelle est la psychologie aujourd'hui de celui dont on parle? Quand on dit la jeune fille, celle dont on parle, quand on dit le jeune garçon, celui dont on parle, quand on met à faire cette génération-là, celle-là qu'on a en face, mais comment est-ce qu'on peut la décrire? Quelle est la psychologie? On observe des choses. Il a dit, le jeune veut s'habiller comme il veut acheter quand il veut. Mais si on me dit, c'est quoi le jeune d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire? Alors, merci beaucoup. Et d'abord, comme l'a dit docteur Mousoupoué, oui. Aujourd'hui, la psychologie des jeunes, c'est quoi? C'est d'abord, la première des choses, c'est la quête d'identité. Et après cette quête d'identité, nous pouvons parler de l'hyperconnexion avec le numérique qui est vraiment en vogue actuellement, où tout le monde veut être connecté pour voir ce qui se passe. Et nous avons tendance à copier exactement ce que nous voyons ailleurs, sans penser que c'est juste une mise en scène, mais nous appliquons ça dans notre vie de chaque jour, et ce qui bafoue vraiment nos valeurs, nos mœurs. Et ensuite, il y a une pression sociale derrière la jeune, la réussite d'abord, que ça soit scolaire ou après professionnel, et ensuite
l'image de soi, comment les gens me perçoivent. Par exemple, dans la société, il y a plein de choses où quand tu ne fais pas, on te considère comme villageois. Donc toi aussi, tu dois être, comme on le dit souvent, tu dois être dans la gamme. C'est-à-dire qu'il y a des questions d'émancipation plus ou moins et Effectivement. d'épanouissement aussi. Oui, oui. Et bon, je dirais que c'est un peu ça. La psychologie. La des psychologie du jeune. Mais pendant longtemps, docteur Nsupwe, c'est la jeune fille qu'on regardait quand on parle de grossesse désapprenante. D'ailleurs, notre thème, celle qui porte la grossesse, c'est vrai. Et on a toujours trouvé que c'est elle plutôt qui se prête au jeu. Si elle ne se fait pas désirer, c'est que bon, ben, peut-être elle est faible, elle se laisse faire. Et quand elle est dans la situation, elle n'arrive pas à dénoncer pour qu'on puisse l'aider. Il y a une sorte de culpabilisation de la jeune fille, à tout point de vue, pratiquement. Mais c'est vrai qu'on a une situation où des jeunes ont été exclus, d'autres, bon, mais amende, prison et tout ça. Mais on se rend compte que finalement, c'est sur la jeune fille que tout retombe. Oui, quelque part, c'est sur la jeune fille que tout retombe. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas tout qui retombe sur elle. Il y a une grande partie qui retombe sur la jeune fille. Parce que celui qui porte la grossesse, c'est la fille. Ce n'est pas le garçon, ce n'est pas l'homme. Les risques qui sont liés au port prématuré Des grossesses. des grossesses, la fille emporte les risques physiques. Le garçon peut porter les risques psychologiques. Mais la fille porte les risques physiques, S'il est conscient. les risques psychologiques et tout autre risque. Oui. Mais il y a un certain nombre de risques. Même les risques économiques. Parce Oui, que les risques cet aspect économiques. aussi Oui, c'est vrai, les risques économiques, le garçon aussi peut importe. Oui. Ou emporte. Mais tout compte fait, la fille porte pratiquement tous les risques possibles. Oui, oui. C'est dans ce sens qu'elle est plus vulnérable vis-à-vis de la grossesse que le garçon. Mais cela ne voudrait pas dire que elle est dédouanée de toute responsabilité. Cela ne voudrait pas dire autant que la jeune fille qui porte une grossesse est dédouanée de toute responsabilité. Ce qui fait que l'appréciation du phénomène devient difficile. Il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent faire porter les responsabilités aux autres plutôt qu'aux filles. Les filles aussi emportent une partie de la responsabilité. Tout à fait. Les garçons emportent une partie de la responsabilité. Les parents emportent une partie de la responsabilité. L'organisation sociale Oui, ou la suprastructure, l'État emporte une partie de la responsabilité. absolument. Et c'est lorsque chacun va jouer sa partition, c'est-à-dire assumer ses responsabilités, Oui. que le phénomène sera taclé efficacement. Mais ce qui peut-être m'intrigue, c'est que nous n'arrivons pas suffisamment à prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités, c'est à plusieurs dimensions. Vous avez posé un acte, vous assumez les conséquences Oui. qui sont relatives à cet acte. Si c'est un acte punissable, Vous subissez vous la subissez la punition. Si c'est un acte pour lequel on doit gratifier, vous aurez la gratification. C'est comme ça que tout système d'éducation fonction. a évolué. Donc chercher aujourd'hui, à notre avis, à dédouaner toujours les uns les autres devant le phénomène ne nous arrivera pas, ne nous amènera pas à avoir une solution. Je le dis parce que lorsque le phénomène survient, par exemple, on prend un jeune de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans en milieu scolaire qui porte une grossesse. Si on dénonce ce cas et on appréhende l'auteur, la première interrogation sociale, qui va s'occuper de la grossesse? Oui. Cette interrogation hante tellement les gens que nous refusons de voir en face que c'est un crime qui est commis. Si nous nous préoccupons de seulement qui va s'occuper de la grossesse là, l'auteur peut répéter le même crime demain. Parce qu'il sait que quelqu'un va Parce qu'il s'occuper sait de la que- grossesse. Et finalement, c'est comme il n'est pas inquiété. C'est ça le premier aspect dangereux. Maintenant,
Si l'auteur adulte n'est pas inquiété, parce que nous finissons par dire que c'est lui le responsable, il doit s'occuper, il doit faire ceci, très bien. L'auteur, le jeune garçon, il arrive aussi. S'il n'est pas inquiété parce que nous disons à tout bout de champ que tout doit être fait dans son intérêt supérieur, mais le punir aussi peut rentrer dans son intérêt supérieur, dans le système éducatif. Les jeunes sont les hommes de demain et donc... Absolument. Voilà. Mais ils doivent également avoir dans leur fonctionnement qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout se permettre, qu'on a des limites, qu'on doit avoir des modèles de comportement. Si ce ne sont pas eux, peut-être ce sont les filles. Comme elles sont enceintes, on doit les exclure, etc. Non, qu'elles sont victimes doublement. C'est vrai. Au finish, qui est responsable devant le phénomène? Voilà. Et lorsque nous n'arrivons pas à assumer chacun sa responsabilité devant le phénomène, nous allons faire nous allons tourner sur place. Ouais. Depuis l'Antiquité, je vais amener certains documents. Allez-y, prenez votre temps. Quand nous rentrons dans notre tradition, dans nos traditions africaines, je ne sais pas si vous avez une fois côtoyé des couvents traditionnels, ou bien vous avez vu. Un peu, oui. Nous, on a vu, moi j'ai vu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui nous sommes en ville, on pense que la vie s'arrête en ville. Non, j'ai vu où notre système social traditionnel avait déjà des mécanismes qui interdisaient de façon explicite à tout le monde qu'une femme qui est dans un couvent qui est censé être un lieu de formation, un lieu d'initiation, un lieu pour aguerrir l'individu, pour affronter les défis de la vie. Cet individu-là, on ne contracte même pas des rapports sexuels avec lui. Jusqu'à aller à l'engrosser. Et dans la partie sud du Togo, si cela arrive, on appelait les femmes des alagas. Oui. C'est-à-dire, tu as défié une norme. C'est-à-dire qu'il a profané, on va dire. Donc, quand on dit aujourd'hui dans la forme moderne des lois, vous voyez, j'ai pris la forme traditionnelle. Il y a déjà des systèmes qui punissent, qui éveillent, mais qui punissent les auteurs. Et là, dans ces systèmes, on ne voit pas, en tout cas selon ce que moi j'ai vu, documenté, on ne voit pas l'identité des personnes. Non. Que tu es le neveu de l'ancien préfet de Oula, on ne voit pas ça. Et ils sont rigolos. Oui. Et c'est comme ça, on arrivait à éduquer au clair de la lune les jeunes auprès des grandes personnes, par les contes, par ces faits, pour leur dire que dans notre société, il y a des limites qu'on ne dépasse pas, qu'on ne franchit pas. Donc, ça, ceci, vous ne pouvez pas le faire. Malheureusement, le système colonial et la modernisation, auquel j'ajoute un côté négatif, à mon avis, de certaines religions qui sont venues retrouver l'Afrique, ont contribué à détruire ce mécanisme de socialisation. Et ce créneau communautaire n'existe plus. Alors, la négation des divinités a pris le pas plutôt sur, justement, le processus de socialisation que l'on aurait pu absorber parce que, quelque part, cela rejoint les doctrines de nous, les doctrines sociales, sociales de nos religions. Parce que, quand vous prenez toutes les religions, il y a une doctrine quand même de socialisation de l'individu où on reconnaît des normes aussi et des valeurs qui sont pratiquement similaires à ce que vous dites. Mais si l'on avait pris plutôt ce pan de la question et on a évolué ensemble, on aurait peut-être pu éviter justement ce que vous êtes en train de dénoncer. C'est ce que l'on peut comprendre de cette argumentation. Oui, justement, parce que j'avais commencé en disant que les jeunes que nous sommes en train de former, ou bien les jeunes qui sont là aujourd'hui, sont des jeunes déboussolés. C'est ça. C'est-à-dire le jeune est coupé de cette base traditionnelle. Il n'y a plus quelqu'un qui l'oriente par les histoires, par les faits de comment on évolue dans la société. Ça ne se fait plus. Et ici, il s'y intéresse peut-être même plus. Maintenant, ces jeunes, tu vas trouver certains qui sont devenus
qui sont rentrés dans une nouvelle religion, par exemple. Jusqu'à preuve du contraire, aucune religion, à mon avis, que ce soit les religions chrétiennes ou musulmanes, ne promeut ou bien n'incite aucun jeune à adopter des comportements auxquels nous assistons dans les rues. Quand vous voyez le comportement sexuel, par exemple, des jeunes aujourd'hui, je ne crois pas que dans une église, on ait dit que les filles de 11 ans, 15 ans vont circuler d'homme à homme, ou bien les garçons de 12 ans vont se mettre en habits bizarres et courir. Je n'ai pas encore vu. Mais malheureusement, le jeune qui est là-bas aussi ne veut pas se soumettre à cette éducation. Ouais. De la même façon, quand on prend la religion musulmane, de la même façon. Maintenant, le jeune est venu à l'école. L'école, c'est la modernisation. C'est la formalisation. Avec tous les autres aspects. Encadré également par des normes juridiques et modernes. Où on dit, par exemple, à l'école, voilà le règlement intérieur de l'école. Comment vous allez vous habiller? Voici ce que vous allez faire. Pour qu'on protège ces jeunes, voici les dispositions juridiques que le pays prend. Nous ne voulons pas également nous soumettre à cela. C'est à ce niveau que je vois le problème est difficile si nous ne voulons pas prendre responsabilité. C'est-à-dire, nous ne voulons nous soumettre en aucune façon à aucun système, à aucune norme. C'est-à-dire, on a quitté ce que nous avions coupé de nos racines, ce dans quoi on est rentré, ce qu'on a embrassé, on a du mal à s'y conformer, à s'adapter. Est-ce que c'est ce qu'on vit dans l'esprit des jeunes, ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que c'est perçu comme ça? Et ça clignote, ça dit quelque chose? Et est-ce qu'il y a une interrogation auprès des jeunes qui se demandent, mais finalement, d'où je viens, où je vais? Parce que l'adage le dit si bien, si tu ne sais pas d'où tu viens, il faut que tu saches où tu vas. Oui, oui. Bon, merci. Moi, je dirais que chez le jeune, le jeune ne perçoit pas ça comme ça. En fait, le jeune, lui, il vit sa vie. Une fois que il est conforme à ce que nous appelons la mode, ça le suffit. Une fois que dans sa communauté, bon, quand je dis communauté, avec ses pairs, il est perçu comme le champion le plus dynamique. Voilà, c'est bon phare, pour lui. Voilà. Et ce n'est que plus tard, quand il fait une rétrospection sur sa vie du passé, qu'il voit que, nous avons failli, si on savait, etc. etc. Aujourd'hui, les jeunes perçoivent ces normes sociales, ces lois comme du dépassé. Oui, ce que tu es dépassé, voilà, ou bien ce sont des freins pour leur développement. Et alors que, bon, moi, si je me dis que est-ce qu'il faut forcément imposer ces lois ou bien il faut une discussion? Parce que ces lois ont été fixées sans prendre en compte le jeune. Mais est-ce que nous devons continuer par fonctionner comme ça ou bien il faut revoir les normes en tenant compte des besoins des jeunes? Bon, il y a aussi... Alors, le jeune a réagi, docteur Nsupwe. Le jeune dit qu'on n'a pas pris en compte le jeune parce que c'est vrai qu'il y a un débat. Les jeunes vous diront, bon, les gens parlent, mais est-ce que nous, on a pensé à nous? Ou alors, on a supposé dans nos traditions, dans nos cultures, que le jeune n'a pas cette maturité de pouvoir se prendre en charge et qu'il faut l'encadrer jusqu'au bout. Mais jusqu'à quand aussi? Oui, Ken, je voudrais me rappeler de cette phrase du Père Lacordaire. Père Lacordaire, c'est un prêtre qui disait en fait que si chacun faisait ses devoirs, nul n'a besoin de réclamer ses droits. Effectivement. C'est-à-dire quand aujourd'hui, moi je prends toujours le jeune comme le jeune comme mon enfant. Il ne faut pas voir le jeune très loin. Le jeune, c'est ma fille, c'est ma soeur, c'est mon enfant, c'est l'enfant de ma petite soeur, c'est l'enfant de l'autre du quartier, de mon cousin, du voisin. C'est-à-dire, c'est pour nous en Afrique, tout ça là, c'est mes enfants. C'est comme ça l'Africain. Et lorsque vous êtes bien éduqué, et vous êtes en possession de tous vos sens, il y a des droits qui ne se discutent pas, que vous devez satisfaire aux jeunes. Et si vous arrivez à les satisfaire, normalement, avant que le jeune dise qu'on ne l'a pas consulté, c'est rare.
je le prends d'abord du côté de responsabilité de nous, les adultes. Oui. C'est-à-dire, si vous arrivez à le faire avec le jeune, c'est bien. Il a besoin, Quand vous il a prenez- besoin de son petit déjeuner, vous l'assumez, le déjeuner, Oui. le dîner, vous êtes là. Il a besoin d'aller à l'école, il a besoin donc des frais pour l'accompagner. Vous payez sa scolarité pour qu'il puisse aller à l'école. Vous arrivez à le vêtir, vous lui avez offert un toit. Je pense que le jeune, suffisamment, on l'a pris en compte. Oui, Oui. Et à une période donnée, lorsque vous observez, il est mieux placé que moi, l'adolescence. Oui. Je pense que c'est au milieu de l'adolescence, entre 14, 16, que le jeune commence effectivement à sortir, à vouloir être indépendant. Quand l'adolescence commence, ce n'est pas comme ça. Mais au milieu, vous allez voir qu'il va commencer par chercher une certaine indépendance. Si vous l'observez bien, c'est important. C'est en ce moment que vous devez lui dire que oui, un jour là, tu seras indépendant. Tu ne vas plus me voir en tant que ton père. Je ne serai plus là, ta maman ne serait plus là. Mais Peut-être pour tu le- viendras nous visiter. Voilà, mais Pour le être moment- un bon indépendant demain, Oui. je voudrais t'aider. Quel sens tu veux donner à ta vie? C'est-à-dire, jusque-là, je me dis que si ce débat est instauré peu à peu, vous donnez la marge aux jeunes d'exprimer ses besoins. C'est-à-dire, les parties que vous n'avez pas bien explorées, le jeune va commencer par vous les sortir. En le sortant de là où il est enfermé, si le jeune sent que mon père, mon oncle, mon frère, mon enseignant, celui qui est là, Le voisin du quartier. le voisin du quartier s'intéresse à mon développement et me pose des questions positives, vous allez voir que, en tout cas, la majeure partie des jeunes s'y retrouvent. C'est en ce moment-là que est-ce que les jeunes sont pris en compte intervient. Sinon, si nous voulons prendre les jeunes en compte plus tôt, nous allons dans une direction de perte. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et là, on est en plein dans l'éducation aux valeurs sexuelles, comme on dit, l'éducation sexuelle complète. Le terme est en train d'évoluer. On est passé d'un autre à un autre. Je pense que la TBF, IPPF maîtrise bien le dossier mieux que moi. Alors, il le dit. Vous dites, est-ce que le jeune, il est pris en compte? Le jeune, il est pris en compte quand? Et jusqu'à quand? C'est ça le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Le jeune aspire à une indépendance que nous pouvons qualifier de précoce. Alors que, précocement, on voit que la maturité n'est pas encore acquise, elle n'est pas encore installée. La preuve, les déviances auxquelles on assiste aujourd'hui justifient bien cette inquiétude de la part des parents, des responsables des jeunes, on va dire, en quelque sorte. Oui, si vous permettez, pour aller un peu dans ce sens, j'ai vu, ce n'est pas qu'on m'a rapporté, Oui. un enfant de 9 ans qui pleure, qui dit qu'il ne veut pas plus aller à l'école. Et que son parent l'a laissé. Et c'est à Zanguera, hein. Je peux vous localiser le lieu, mais vous pouvez aller vérifier. Et le jeune dit gardement que lui il dit qu'il ne veut plus, il ne veut pas aller à l'école. Et on a interrogé son parent. En tout cas, nous avons trouvé sa maman qui Et là, il y a un enfant de 9 ans. et la maman m'a dit que non. Comme on a dit de prendre en compte les opinions des enfants et des jeunes, son enfant dit qu'il ne va plus aller à l'école. J'ai dit dans mon fort intérieur que si on était au temps jadis, peut-être dans les systèmes traditionnels, elle sera sermonnée et punie sévèrement. Ben, bien Parce sûr. que ça, c'est de l'irresponsabilité caractérisée. Ouais. Un enfant de 9 ans, 10 ans, quel autre choix elle peut m'imposer en tant que parent que de l'aider à se former? C'est-à-dire s'éduquer, faire ce qu'il y a. Mais vouloir donner cette indépendance précoce À l'enfant. à un enfant de 9 ans, 10 ans, c'est dangereux. C'est pourquoi on doit toujours écouter l'enfant, mais à un moment donné, le désir, le desiderata même, je peux dire, de l'enfant ne doit pas submerger le bon sens du parent. Absolument. Peut-être à 14 ans, 15 ans, c'est vrai, on a le système, l'enseignement ou bien l'école obligatoire jusqu'à un certain âge. Oui, Mais à 15 partir ans. de ce moment, peut-être un jeune précoce
qui s'intéresse à quelque chose, mais 14, 15 ans, bon, pas, moi je ne veux plus continuer. Mais ce n'est pas encore le lieu de ce débat. Bon, écoute, fais l'effort jusqu'à arriver ici. Mais tu t'intéresses à quoi réellement? Ouais. Même ce que tu dois faire là, c'est important que tu aies une base, une formation. Tout à fait. Et donc, vouloir prendre précocement tous les desiderata des jeunes en compte peut nuire, à mon avis, à leur formation. Mais quand le besoin commence par se manifester, nous devons être réceptifs. C'est ce que je voudrais dire pour compléter avant que... Il est mieux, mieux que moi. Monsieur Favi, qui est jeune, qui représente les jeunes sur ce plateau, il est en train de bien les défendre d'ailleurs, quand il dit qu'il faut qu'on les prenne en compte. Mais voilà ce que le docteur nous peut dire. On est en face d'un problème très très complexe. Parce qu'aujourd'hui, le parent lui-même, il est finalement déboussolé face justement à la tendance que prend le jeune. Oui, bien évidemment. En fait, d'abord, il faut comprendre que le jeune, comme l'a dit le docteur, dans sa période d'adolescence, elle fait face à ce que nous appelons l'affirmation de soi, elle veut s'affirmer et tout. Maintenant, le problème, c'est que quoi? Nous ne devons pas prendre, par exemple, ce que la société a prescrit pour venir déposer ça devant le jeune comme ça. Comme l'a bien sûr dit le docteur, et nous sommes dans le même raisonnement que normalement, pour aider l'enfant, nous ne devons pas, ça ne devait pas être des impositions, sans que l'enfant ne comprenne effectivement ce que nous voulons pour lui. Aujourd'hui, bon, c'est difficile que l'enfant sache que non, si on te dit de faire ça, c'est parce que lui, il voit faire et il veut copier ainsi. Mais aujourd'hui, si nous disons réellement l'importance, par exemple, de l'école à l'enfant, si nous disons les enjeux, et demain, l'école va lui apporter quoi concrètement? Mais les jeunes le disent d'ailleurs, vous les entendez, mais on a vu les gens fréquenter, mais on est avec eux. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, effectivement, mais ça veut dire que quoi? En fait, je vais donner un exemple juste tout brut. Celui qui a eu par exemple le master et décide de vendre à Imolo doit le vendre d'une manière différente que celui qui n'a pas été à l'école. Ça veut dire que quoi? Il y a une valeur ajoutée. Quand on va à l'école. Oui, effectivement. Donc, les grossesses précoces, quand on parle de grossesse précoce, en fait, faut pas... on ne met pas en place, par exemple, un programme d'éducation sexuelle et en même temps, on veut imposer. C'est bien, mais en réalité, il y a aussi une part des responsabilités des parents. Par exemple, dans la famille, on n'accepte pas qu'on discute de tout ce qui concerne la sexualité avec l'enfant, mais on l'impose. On dit en effet, via la manoupo, il va chercher à voir ce qu'il y a dedans. Mais une fois qu'on n'explique pas à l'enfant, bon, c'est dans ça, je dis, prendre en compte aussi l'enfant. Oui, parce que quand on ne répond pas justement à ses préoccupations, sur ce plan, il va chercher les réponses ailleurs. Oui, voilà. Donc, c'est d'ouvrir la discussion. De toute façon, un parent qui se refuse justement à aller à cette discussion est hyper gros de toute façon. Oui, il compromet, on va dire, la situation de tous deux, et l'enfant et le parent. Parce que ce que vous ne voulez pas dire à l'enfant, il le regarde à la télé, même aujourd'hui les dessins animés. On a commencé par exposer l'amour, et même l'autre envers de l'amour d'ailleurs, que l'Africain n'aime jamais entendre à ses oreilles. Docteur Nsoukwé, c'est vrai, aujourd'hui, il faut un véritable dialogue. Vous dites, vous l'avez dit, c'est de, on va dire, revisiter à la fois les normes traditionnelles que nous avons, prendre en compte également ce dont nous avons hérité du système colonial qui est en place en ce moment et qui, quelque part, nous a conditionnés à de nouvelles normes, sans oublier, il est venu d'accord d'ailleurs avec ses religions, on va le dire comme ça, mais aussi voir un peu ce que nous-mêmes nous pouvons mettre en place, qui soit une alternative. On parle d'éducation sexuelle complète, c'est vrai, ça comporte beaucoup de composantes, beaucoup d'éléments. Quand c'est dit de façon théorique comme ça, on a l'impression qu'on appréhende la chose. Mais dans le vécu, dans les faits, c'est pas forcément ce qu'on entend.
Ken, c'est un sujet Oui. qui, à chaque fois que j'y pense, crée de nouvelles idées. Oui, oui. Et je pense que c'est là où la chose est intéressante. Et je pense que l'un des grands objectifs du système colonial est de nous amener à perdre notre identité. Et à se donner une identité qu'on n'arrive même pas à cerner dans nos façons de vivre, de parler, de se comporter. Ouais. Et je me dis que c'est l'un des plus grands mots que nous traînons. Ouais. C'est-à-dire quand tu ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes racines, quelles sont tes convictions de la vie, quels sont des principes, quelles sont des valeurs que tu dois développer, quel objectif tu dois atteindre et pourquoi, quelles sont tes relations dans l'environnement et comment tu dois les préserver, qu'est-ce que la famille et beaucoup de choses. J'avoue que nous ne pouvons assister qu'à ce à quoi nous assistons. Et c'est pourquoi le système éducatif doit être refondé. Que ce soit au niveau familial, communautaire, dans nos lieux de formation, l'éducation doit être revue. À l'église, à la mosquée, À dans les l'église, couvents. à la mosquée, parce que Dans il y a les- des valeurs Ouais. qui vont fondamentalement contre nos valeurs de base, Oui. qui, lorsqu'elles sont diagnostiquées de près, n'avaient pas aussi des taches si noires Ouais. telles qu'on les décrit. Mais qui, malheureusement, lorsque nous sommes coupés de ces valeurs, l'individu ne sait plus qui il est. Oui, Ouais. oui. Et c'est dangereux. Et c'est tout ce qui fait que nous perdons. Parce que je vais vous donner un cas surprenant. Quand je suis parti, pas avec certains collègues, réveiller le système traditionnel sur certains sujets, Ouais. je vous assure qu'un prêtre traditionnel qui est sorti dans un village, qui croit encore à la tradition, et qui dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre que quelqu'un ait engrossé une fille de 13 ans, de 12 ans, de 11 ans dans notre localité, sa voix est plus entendue que ma voix. Vous allez vous demander pourquoi. Ça voudrait dire qu'il y a des valeurs, il y a des ressources que nous avons négligées. En fait- Or, jusqu'à ce moment, En fait, les enfants s'identifient mieux à ce parent-là dont ils partagent l'origine. Et chasser le naturel, de toute façon, il revient au galop. Même si on n'arrive pas à se reconnecter à nos sources, il y a quand même un lien qui reste encore fort. et puis, consciemment ou inconsciemment, Oui. il mesure les risques auxquels il s'expose en refusant d'obéir. Moi, je dis aujourd'hui, il y a plus, on a fait de telle sorte que l'autorité... Alors là, vous touchez d'un point important la légitimité même, on va dire, Oui, justement. on a fait de telle sorte que communautaire, oui. l'autorité est bafouée. L'enseignant parle, l'élève parle. Oui. C'est bien. Le parent parle, le jeune crie. C'est bien. Le mari dit A, la femme dit B. C'est bien. À un moment donné, arrêtons, nous dit, écoutons, les amis, est-ce qu'on n'est pas en train de nous perdre en voulant à tout bout de champ faire croire, Parce que finalement, qui tient le gouvernail? justement, que, écoute, nous sommes tous égaux, nous allons tous discuter de la même façon, personne n'a d'orientation à recevoir de quelqu'un. Non. Moi, je suis persuadé, en observant nos systèmes Ouais. tels qu'ils fonctionnent, et je vais vous recommander certains documents de Laurent Bado. C'est vrai, c'est un monsieur, c'est un Burkinabé, Ouais. qui certains disent qu'il parle trop. Il parle, mais il dit des choses très intéressantes. Nos systèmes sont organisés où on sait la place de qui et qui fait quoi. Mais le monde auquel nous voulons, où nous cherchons à bâtir, on ne sait plus dans la maison qui est le père, qui est le jeune, Non, qui est l'enfant. de toute façon, Mais écoutez. de toute façon, c'est clair que vous l'avez dit, si chacun assumait bien ses devoirs,
on n'aurait pas besoin de réclamer ses droits. Absolument. On revient donc au Père, donc, qui nous a tracé la voie. On est à la fin de cette émission. Le temps ne suffira jamais. Il y aura une suite. Il y aura une suite. C'est vrai, on parle de grossesse, on a vu les ventres ronds. On a dit les risques auxquels s'expose la jeune fille. Les garçons, ils sont exclus. On va revenir sur cet aspect parce que l'actualité évolue. On va voir un peu si jeudi prochain, on reprend là-dessus. Cette fois-ci, pour parler justement des sanctions et voir un peu. Tout ce que nous cherchons, c'est d'aller vers des approches qui conviennent, d'accord, qui peuvent nous permettre d'avoir, on va dire, un chemin beaucoup plus durable à emprunter. Alors, Monsieur Effavi, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui comme message si on veut encore attirer l'attention des gens? Ok, merci beaucoup. Moi, je dirais que si nous voulons lutter contre les grossesses précoces d'abord, il faut d'abord mettre en place des programmes d'éducation sexuelle. Parce qu'on ne peut pas interdire sans un accompagnement du jeune, sans aucun accompagnement. Moi, je me souviens quand j'étais en 6e, il y avait un programme d'éducation sexuelle que nous avons suivi. Et ça nous a permis de mieux comprendre beaucoup de choses parce que nous n'avons pas l'opportunité de discuter de ces sujets avec nos parents à la maison. Et cela ne nous a pas poussé non plus à tenter, à mener pas. Voilà, c'est ça, exactement. Maintenant, ensuite, à part ces programmes, bien évidemment, il faut des lois comme l'a fait le Togo. Et ensuite, maintenant, il faut des garde-fous, il faut quand même, pour encadrer tout ça, là, exactement. il faut des dispositifs vraiment. Exactement, il faut aussi les professionnels de santé qui vont de temps en temps s'intéresser aux élèves, les accompagner. Il faut également lutter contre les violences, surtout basées sur le genre. Et également, l'ensemble de ces programmes va permettre que ce phénomène peut réduire vis-à-vis de ce que nous avons actuellement. Et ensuite, le regard de l'État dans ce phénomène et aussi la responsabilité des parents. Parce qu'aujourd'hui, le parent ne dit rien, mais quand le problème vient, on traite l'enfant de tout. C'est bien, mais si le parent ne prend pas sa responsabilité, et sa responsabilité, on l'avait déjà dit, pas forcément, mais il peut s'attendre à ce que l'enfant revienne à la maison avec un ventre. Et voilà, effectivement. Marc Yao Effavi, vous êtes psychologue du développement, de l'éducation également, rédacteur donc à Mon Psychomag, le magazine auquel vous apportez votre contribution. Merci d'être passé. Nous avons écouté avec intérêt les téléspectateurs également, les internautes aussi. Bon retour chez vous. Comme je le dis, nous allons nous retrouver. On va finir avec vous, docteur Nosupwe. Oui, Ken, merci beaucoup. Ouais. Je pense que nous devons sortir de nos carrés. Yeah. Tout le monde doit sortir des carrés que je dis que le système colonial nous a posés. La situation actuelle nous invite à sortir de ces carrés. Alors, ce n'est pas un appel à la révolution. Ce que pas vous du dites, tout. Voilà, ce que vous dites. S'il y a une révolution, c'est une révolution interne. C'est-à-dire, moi, c'est l'homme. Oui. Je dis que, le système colonial nous a fait croire que le chef traditionnel n'a plus d'autorité. Et il a tout fait pour mettre en place 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. En plus, les chefs traditionnels étaient où? Voilà. Les chefs religieux étaient où? Le système de base qui fonctionnait en Afrique était où? C'est une question que nous devons nous poser. Donc ça voudrait dire que nous n'étions pas organisés. Ça voudrait dire que les gens là, ils ne luttaient pas contre ces phénomènes. Mais ils sont où? Nous devons sortir de ce carré. Comment ont-ils pu vivre jusqu'à... Mais justement, nous devons sortir de ce carré en posant des vraies questions. Aujourd'hui, sur les médias, on a tendance à dire ce qui plaît à l'opinion nationale et internationale. C'est ce que nous avons fait où les gens, qu'on ne continue pas à faire, non. Nous devons commencer par dire et par croire. Est-ce que la voie que nous avons prise est la meilleure? Si elle est la meilleure, c'est les résultats qui vont nous montrer. Les résultats sont négatifs. Et tant que les résultats sont négatifs, on ne peut pas me convaincre que la voie là est bonne. Mais peut-être que nous avons mal emprunté la voie. Justement, ça peut dire que ce n'est pas la voie
que nous devons prendre. Que ce n'est pas la voie que nous devons prendre. Parce que, en fin de compte, c'est les résultats. Aujourd'hui, les résultats on a pris en compte les jeunes. On a laissé chacun aller sur les réseaux sociaux. On a donné la parole à chacun. Tout et tout. Où l'élève devient l'égal du professeur. Où l'enfant devient l'égal de son père. Bon, il y a beaucoup de questions. Les résultats que nous avons, est-ce qu'ils sont satisfaisants? S'ils ne sont pas satisfaisants, nous devons avoir le courage de commencer par nous interroger et de trouver la bonne voie. Et la bonne voie va consister certainement que nous retrouvions nos identités. Quand nous allons retrouver notre identité, qui nous sommes et comment nous allons évoluer, je nous assure que beaucoup de problèmes seront résolus. Donc, et en tout cas, c'est ma conviction. Et c'est pourquoi sur ce phénomène, nous avons commencé une recherche-action depuis plusieurs années. C'est vrai. Je suis étonné, toujours étonné devant les résultats que nous rencontrons. Lorsque nous allons interroger là où on n'interrogeait pas avant. Lorsque nous prenons en compte des éléments qu'on ne prenait pas avant. C'est-à-dire les prêtres traditionnels, voilà. nos leaders religieux. Nos dignitaires, on va dire, communautaires, religieux, dans notre contexte. Justement. On veut dire. Et donc, retour aux sources, effectivement, questionnement sur le chemin emprunté, mais aussi regarder dans le rétroviseur, s'arrêter, se dire, il faut faire une refonte, se remettre en cause, se poser des questions. Le jeune qui sait parler aujourd'hui, commencer par lui donner la parole pour qu'il se pose la question de savoir s'il est en train d'aller vers, on va dire, un meilleur destin. Et quelque part, nous tous, nous pourrions donc trouver les réponses. Vous l'avez si bien dit. Le plus souvent, la liberté, c'est juste le respect des normes, le respect des lois. Et si on prenait les choses de cette façon-là, on pourrait mieux se comprendre. Nous aurons le temps de revenir, docteur Nsoupe, merci à vous également aussi, sur ce sujet. Je sais qu'on n'en a pas encore fini, hein. L'actualité va continuer à bouillonner et nous allons revenir. Merci de votre fidélité. Les jeunes, vous êtes interpellés, parents vous aussi, décideurs également, et organisations de la société civile, les communautaires aussi, continuez à réfléchir.